Là, en voyant les gens arriver ce matin, je voyais qu'on était tous joyeux. Il y avait un côté maman, quand les gens se faisaient la bise, se disaient bonjour. Il y en a qui ne s'était pas vu depuis des années. On est heureux de se retrouver. Ça me donne l'impression un peu d'une famille qui était dispersée, qui est contente de se retrouver pour aller au combat ensemble. Et en même temps, si on est si nombreux, alors que c'est un samedi matin, on aurait pu continuer à faire la grasse matinée ou prendre un café tranquille à une terrasse. Je pense que si on est si nombreux, et c'est pareil partout, quand tu étais à Toulouse l'autre jour, Joseph, quand on était à Grenoble avant-hier, à Lille, il y a 3 jours, si on est si nombreux, c'est qu'on sent tous qu'il se passe quelque chose de grave dans notre pays. Et qu'on a envie, comme disait Charlotte, de reprendre les choses en main, que peut-être pendant trop longtemps, on a fait confiance à nos grands chefs. On se disait, ils ont tous fait l'ENA, ils sont super efficaces, super brillants. Et puis finalement, on se rend compte que non, ils ne sont pas si efficaces et si brillants que ça. Et peut-être qu'il faut qu'on reprenne les choses en main, c'est notre vie dont il s'agit. Et je pense que, moi je me souviens d'un très beau texte qu'on m'avait donné quand j'étais étudiant en 1988. C'était un texte de Václav Havel. C'était en République tchèque, en Tchécoslovaquie, quelques mois avant que le mur de Berlin tombe. Et Václav Havel faisait un très beau discours. Il disait si on est si nombreux dans cette salle, c'est parce qu'on sent que notre pays ne fleurit pas. Notre pays ne fleurit pas, disait Václav Havel. Les ministres vous disent que tout va bien. Le ministre de l'Industrie vous dit qu'on n'a jamais fait autant de poutrelles de métal. Le ministre de l'Éducation vous dit que les enfants sont heureux. Le ministre de l'Agriculture vous dit qu'on n'a jamais eu autant de pommes de terre. Quand on écoute les ministres, tout va bien. Mais on le sait bien, nous, que ce n'est pas vrai. Que notre pays ne fleurit pas. Il y a quelque chose qui est coincé. Et je crois il disait que le rôle des citoyens n'était pas de juger les politiques, mais de dire la vérité et de mettre leur pays en mouvement. Et Václav Havel et d'autres se sont levés, au début ils étaient 10, 50, 100, 1000, et ils ont fait tomber le mur de Berlin. Alors, la situation n'est pas tout à fait comparable, mais si on est si nombreux quand même partout, c'est qu'on sent quelque chose qui pourrit dans notre pays, que notre pays ne fleurit pas. On n'a jamais été aussi riche, on aurait tout pour être heureux, on pourrait vivre dans un pays de cocagne. On n'a jamais été aussi riche globalement, financièrement, économiquement, humainement, et pourtant on n'a jamais vu autant de pauvreté. Je ne sais pas comment c'est à Bayonne, mais moi j'habite à Paris en ce moment, c'est insupportable de voir les gens qui dorment dans la rue, les gens qui attendent les poubelles du Monoprix pour trouver de la nourriture. C'est vraiment scandaleux de se dire que les très riches n'ont jamais été aussi riches, et qu'il y a de plus en plus de gens, de salariés, de paysans, d'artisans, qui n'arrivent pas à vivre de leur travail. Donc je crois que ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est qu'on a envie effectivement de faire bouger les choses. Pardon, Bruno Gassot vous demande de l'excuser, excusez-moi, pardon, oui, ceux qui étaient venus pour Bruno et pour son corps de rêve seront un peu déçus, mais je suis déçu, je suis moins musclé que lui, et j'ai moins de cheveux. Mais donc Bruno vous demande de l'excuser, c'est qu'il a de bonnes raisons, et on doit faire la campagne officielle, vous savez, il y a des clips vidéo, et c'est un peu le bazar, le CSA nous a prévenu avant-hier qu'on devait faire les clips absolument pendant ce week-end et tout rendre pour demain soir. Donc Bruno était vraiment désolé, mais il fait partie de l'équipe, vu son métier à Canal+, avec des copains, ils sont en train de faire les clips, ils vont tourner aujourd'hui et demain, voilà. Donc c'est pour ça que Bruno n'est pas là, mais il reviendra dès qu'il peut faire... il pensait faire un week-end en Pays Basque avec sa copine, en fait ils sont en train de bosser à Paris. Voilà pour les excuses de Bruno. Et je pense qu'à Nouvelle Donne, quand on dit que les citoyens doivent reprendre la main, ça veut dire qu'on doit être tous capables d'argumenter et de comprendre. Parce que les libéraux vous font croire que l'économie c'est très compliqué. Vous ne pouvez rien comprendre, dormez tranquille, c'est impossible de comprendre, et donc c'est impossible d'agir. Voilà. Et donc ça fait 30 ans qu'on nous dit l'économie c'est trop compliqué, vous ne pouvez pas comprendre. Donc il vaut mieux vous divertir, il vaut mieux penser à autre chose, et puis chacun se résigne dans son coin. Et nous à Nouvelle Donne, on est convaincus que l'économie c'est pas très compliqué, et que tout le monde peut comprendre, et que tout le monde peut participer à la décision, et que tout le monde peut agir. Donc pendant 20 minutes, ne vous partez pas tout de suite, je vais parler d'économie, et vous allez voir qu'on peut tous vraiment comprendre, et en parler aux copains, et tous ceux qui veulent le PowerPoint, vous pouvez le récupérer, ou sinon vous allez sur le site de Nouvelle Donne. Alors je pense que si on est là, c'est qu'on partage tous la même inquiétude sur la situation. Ça c'est la courbe du chômage. Il y a eu 1 200 000 chômeurs de plus depuis 5 ans. 1 200 000 chômeurs de plus depuis 5 ans, il y en a sans doute dans la salle qui aurait pu donner la parole pour qu'ils disent ce qu'est la situation d'être au chômage. Et encore cette courbe qui est dramatique, elle donne une vision presque trop positive de la réalité. Parce que le mois dernier, par exemple, on nous dit qu'il y a eu 10 000 chômeurs de plus, c'est le stock de chômage, stock avec des guillemets de chômage qui a augmenté de 10 000. Mais en fait, la situation est pire. Quand on regarde les chiffres du ministère, on voit que tous les mois, en gros, tous les mois, il y a plus de 500 000 personnes qui arrivent à Pôle emploi. La première fois que je suis venu à Bayonne pour un débat, c'était en 1994. Je pense que jamais on n'aurait imaginé qu'on pouvait connaître une telle catastrophe. 500 000 hommes et femmes, tous les mois, qui arrivent à Pôle emploi. Et pourquoi est-ce que le stock de chômage augmente seulement de 10 000 ? C'est que sur la même période, en un mois, il y en a 490 000 qui quittent les fichiers de Pôle emploi. C'est pour ça que le stock augmente seulement de la différence de 10 000. Le problème, c'est que le ministère du Travail vous dit qu'il y en a 43% de ceux qui quittent les fichiers qui ont retrouvé un boulot. Il y en a seulement 43%. Ça veut dire que plus de la moitié
de tous ceux et celles qui quittent, il y en a plus de 250 000 tous les mois, qui quittent les fichiers de Pôle emploi, mais qui ne retrouvent pas de boulot. Alors, il y en a qui vont en formation, il y en a qui ont un problème d'inscription, donc pendant 2 mois, ils vont galérer, ils n'ont plus droit à rien, et puis dans 2 mois, ils vont se réinscrire. Et puis, il y en a en gros 100 000 tous les mois qui ne sont plus comptés comme chômeurs parce qu'ils sont tombés en fin de droit. Ils sont tombés dans la galère la plus totale, et s'ils n'ont pas un conjoint qui gagne sa vie correctement, ils sont dans la mouise la plus totale. Donc, on voit que même la courbe du chômage, qui est quand même très inquiétante, donne une vision trop positive. On sous-estime le nombre de tous ceux qui tombent dans la pauvreté tous les mois. Et quand on parle de tous les dossiers, je ne veux pas être trop long ce matin, mais le chômage est en train de tout foutre en l'air dans notre société. Par exemple, la question des retraites, quand on dit qu'il faudra travailler plus longtemps, ça paraît du bon sens. C'est vrai qu'à 60 ans, on est souvent en pleine forme, à 62 ans, on est en pleine forme, et donc ça paraît du bon sens de dire qu'il faudra travailler plus longtemps. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, à 62 ans, c'est à cet âge-là qu'on part vraiment en retraite, il n'y a plus que 19% des gens qui ont un boulot. C'est les chiffres de l'INSEE. Il y en a 80% qui sont au chômage ou au RMI, RSA. Donc demander aux gens de travailler plus longtemps, s'il y en a 80% qui n'ont pas de boulot, c'est totalement virtuel. Il n'y en a que 20% qui pourront travailler plus longtemps. Pour tous les autres, si on leur demande de travailler 1 an de plus, il va leur manquer 4 trimestres, et donc ils auront une retraite amputée de moins 10%. Donc voilà, on voit comment le chômage, et c'est pareil pour l'intégration des jeunes, on voit que le chômage est en train de tout foutre en l'air. Si on n'arrive pas à sortir du chômage, si on n'arrive pas à casser, à diviser par 2 le chômage et la précarité, il n'y a aucun... ça continuera à disloquer notre société. Alors comme économiste, je vais parler de chiffres, mais je pense que si on est là aujourd'hui, il n'y a aucun de vous qui s'intéresse au PIB ou à des pourcentages ou à des chiffres. Je pense que si on est là, c'est penser que ça concerne notre vie, la vie de nos enfants et la vie de millions de gens. L'autre jour, en amenant mes fistons au collège, on a dû appeler les pompiers parce qu'il y a un mec dans la rue où on habite, rue de la Roquette, qui dort dans la rue et qui, à force de boire un coup tous les soirs pour se remonter le moral, était bien abîmé. Donc derrière ces chiffres, quand je parle des gens qui tombent en fin de droit, c'est pas juste un problème administratif, c'est des vies qui sont foutues en l'air, c'est des gens qui avaient les mêmes espoirs que nous, la même dignité, qui sont foutus en l'air. Je ne vais pas commencer à Bayonne, mais vraiment, moi, je n'en peux plus à Paris de voir les gens qui attendent les poubelles du Monoprix. C'est juste un scandale de voir tous ces gens qui sont là. Donc, ce qui nous rassemble, ce qui nous met en mouvement à Nouvelle-Donne, c'est qu'on refuse absolument cette injustice. Et ce qui nous guide, l'étoile, pour vous parler comme les poètes, c'est qu'on ne renonce pas à un droit au bonheur. On pense que chacun de nous a quelque chose d'unique, et que le but de Nouvelle-Donne, c'est de casser le chômage, casser la précarité, permettre à tout le monde d'avoir un vrai revenu, un vrai logement, et puis de vivre pleinement. Alors chacun y met le contenu qu'il veut dans le droit au bonheur. Moi, c'est la photo d'un de mes fistons, on était à Arrête, c'était le mariage de cousins, c'est la belle vie, il est au soleil, il joue au foot avec les cousins, la vie est belle, voilà. Donc chacun y met le contenu, mais je pense qu'on ne peut pas se résigner, malgré la crise, on ne peut pas oublier que chacun de nous a quelque chose d'unique et doit pouvoir vivre pleinement cette vie avec ce qu'il a d'unique. Alors, concrètement, comment on fait? Un débat fondamental et que vous devez trancher quand vous allez voter, là, dans 2 semaines, vous avez le droit d'exprimer votre opinion sur les questions fondamentales, c'est est-ce qu'on peut encore compter sur la croissance pour sortir du chômage? Ça fait 40 ans que le chômage augmente, et ça fait 40 ans que les politiques nous disent « Bon, il y a encore 3 mois difficiles, mais il y a un retournement. » On est en train de faire un bêtisier avec Giscard qui nous dit « Ça y est, bonne nouvelle, la crise est finie », puis Pierre Mauroy qui dit « Ça y est, la crise est finie », puis Jean-Pierre Raffarin qui dit « Bonne nouvelle, la crise est finie », et la semaine dernière, le président qui nous dit « Ça y est, la crise est finie, il y a un retournement. » Voilà. Donc on les croit, hein. Ils sont super doués, donc a priori on leur fait confiance, mais juste, voilà la croissance depuis 50 ans. Je pense que même ceux qui ont oublié leurs lunettes voient le problème. Vous voyez, décennie par décennie, il faut être quand même très très optimiste pour voir le retournement. Et c'est un cercle vicieux. Depuis 1 an, il y a eu 300 000 chômeurs de plus, et 500 000 personnes qui ne sont plus comptées comme chômeurs parce qu'elles sont tombées un cran plus bas. Depuis 1 an, il y a 800 000 personnes, 800 000 familles qui ont morflé. Donc humainement c'est dramatique, mais même du point de vue économique, comment voulez-vous que ces 800 000 personnes consomment plus? Les chiffres de l'INSEE, c'est que la consommation alimentaire recule depuis 4 mois en France. La consommation de nourriture recule. Ça veut dire qu'il y en a des millions qui, à partir du 15 du mois, ils mangent des nouilles, des pâtes, du riz, des nouilles, des pâtes et du riz. Quand la consommation alimentaire recule, c'est... Donc l'idée que la croissance va revenir quand chaque année il y a 800 000 personnes qui tombent au chômage ou dans la pauvreté, en fait non, c'est du pipeau, c'est un gros mensonge. On est dans un cercle vicieux. Plus on atteint la croissance, et plus on est en train de s'enfermer dans la récession. Et même le pays qu'on nous montre comme modèle du pays qui a de la croissance, le pays qui sert de modèle, aussi bien en MEDEF qu'à quelques vieux keynésiens, c'est les États-Unis. Vous voyez, on vous explique, le MEDEF vous dit que si on supprimait les cotisations, on ferait comme aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a le plein emploi. Alors, ce qu'ils oublient de dire au MEDEF, c'est que, ok, il n'y a quasiment pas de cotisation aux États-Unis, mais les gens payent leur santé, 80% des dépenses de santé, c'est avec son portefeuille qu'on le paye, et globalement, ça coûte 2 fois plus cher qu'en France. Il y a très peu d'impôts, mais ce qu'ils oublient de dire, c'est que quelqu'un qui veut faire des études supérieures, il commence sa vie adulte avec 26 000 $ de dette en moyenne. C'est un détail, hein.
Mais ceux qui veulent aller à la fac, ok, il n'y a pas d'impôt, il y a très peu de cotisations, mais ceux qui veulent aller à la faculté, en moyenne, c'est 26 000 $ de dette quand vous commencez votre vie. C'est un peu lourdeau. Mais bon, mais oublions tous ces détails, entre guillemets. Est-ce que ça marche aux États-Unis? Eh bien, aux États-Unis, le Ben Bernanke, qui était le patron de la Banque centrale jusqu'à il y a 2 mois, ses 3 derniers discours sont passionnants. C'est la première fois que le patron d'une banque centrale dit la vérité à ce point, et il dit, tout le monde dit que les États-Unis vont bien, et sortent de la crise, et sortent du chômage, mais il dit le chômage donne une image fausse, les chiffres du chômage donnent une image fausse de la réalité, parce que tous les mois, il y a 400 000 ou 500 000 Américains qui ne sont plus comptés comme chômeurs, parce qu'ils se découragent, qu'ils se laissent aller, ils n'espèrent plus trouver de boulot, donc ils ne vont même plus s'inscrire. Et donc c'est Ben Bernanke, le patron de la Banque centrale, qui dit « Attention, les chiffres du chômage sont faux, et la bonne façon de voir l'état du pays, c'est le taux d'activité. » Et il dit « Le taux d'activité s'effondre. Il n'y a plus qu'un peu moins de 63% des Américains, c'est-à-dire ceux qui ont l'âge de travailler entre 16 et 65 ans. Vous voyez la courbe, plus que moins de 63% des Américains qui sont actifs. Et donc cette courbe, elle est fondamentale, parce que les États-Unis, c'est en même temps le modèle pour les libéraux, pour le MEDEF et la partie libérale du PS maintenant qui court après le MEDEF, mais c'est aussi le pays qui sert de modèle pour les vieux keynésiens, qui vous disent, bon, si on faisait péter la zone euro, si on pouvait faire des liquidités, tourner la planche à billets, regardez, aux États-Unis, ils ont créé 1000 milliards depuis 1 an, et ça va bien. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, la Banque centrale a créé 1000 milliards, ils ont tourné la planche à billets à donf, ils ont créé 1000 milliards pour financer les déficits, et malgré ces 1000 milliards, non, ça ne va pas bien. Donc si on voulait montrer juste à travers un pays qu'il faut vraiment une nouvelle donne, qu'il faut vraiment inventer un nouveau modèle, que les vieilles recettes, que ce soit du MEDEF ou des vieux keynésiens, ne marchent pas, aux États-Unis, on a fait en même temps ce que veut le MEDEF et ce que veulent les vieux keynésiens, et ça ne marche pas. Donc on voit, ce n'est pas un a priori idéologique, ce n'est pas nous qui disons, c'est la réalité. J'ai parlé jusqu'à maintenant de la crise sociale et de la crise économique, mais on ne peut pas évidemment contester le problème climatique. C'est toutes les semaines maintenant qu'il y a une catastrophe liée au dérèglement climatique. Il y a une semaine, il y a eu 20 morts aux États-Unis à cause des tornades. À Bayonne, vous avez eu les pieds dans l'eau il y a quelques mois. Moi, je suis à Cotoré, la maison de famille est à Cotoré, le village a été coupé du reste du monde pendant 3 mois parce que la route a été emportée. Il y a eu des sécheresses terribles en Californie. L'an dernier, il y a eu 500 000 Allemands qui ont été les pieds dans l'eau. C'est toutes les semaines qu'on voit la preuve du dérèglement climatique. Et toutes les études de la NASA, ça c'est la température du globe décennie par décennie, on voit que c'est en train de s'aggraver. Donc la question du climat, c'est pas peut-être un problème dans 40 ans. C'est aujourd'hui déjà, on en paye. Dans nos pays riches, on a les pieds dans l'eau, et dans les pays du Sud, il y en a des millions qui crèvent de faim, parce que quand le prix des céréales monte trop, il y en a des millions qui n'arrivent plus à vivre. Et déjà, Munich Re, qui est le plus grand réassureur mondial, dit que toutes les grandes catastrophes climatiques ont triplé depuis 30 ans. À chaque fois qu'il y a une inondation catastrophique, quand il y a des milliers de Bayonnais qui doivent se faire rembourser ou des milliers d'Allemands qui doivent se faire rembourser, ils écrivent à leur assureur, et l'assureur, pour ne pas faire faillite, quand il y a des grosses catastrophes, il est lui-même réassuré. Et donc Munich Réassurance est la meilleure vision de toutes les catastrophes climatiques. Ils disent que les catastrophes climatiques ont déjà triplé depuis 30 ans. Donc est-ce qu'on est capable, en même temps, on ne l'a pas choisi, mais c'est notre génération, vous pouvez retrouver les jeux, je vois que vous êtes tous très sérieux, donc on va passer aux solutions, mais pas de chance, où c'est en même temps à nous de régler la question sociale, la question financière et la crise climatique. Voilà. Et ou bien on baisse les bras, si chacun de nous reste seul dans son coin, on se dit je suis dépassé, qu'est-ce qu'on peut y faire, ou bien on se rassemble pour réfléchir et pour changer de modèle, et c'est le but de Nouvelle Donne. Donc le besoin de changement, c'est un vrai changement, c'est pas avec des rustines, c'est pas avec ce qu'on fait depuis 2 ans qu'on va y arriver. On voit que la crise, c'est pas juste le problème des banques espagnoles ou des traders qui ont déconné, on est dans une crise systémique. Si Edgar Morin était là, il dirait l'humanité risque une sortie de route. On n'est pas juste là pour assurer M. Barroso et pour assurer les marchés financiers, c'est une question d'humanité. L'humanité risque une sortie de route qui ne sont pas capables de changer notre modèle économique, social. D'où vient la crise? Un des problèmes de nos grands chefs, c'est qu'ils sont complètement paumés intellectuellement. Au titre du collectif Roosevelt, je suis allé 15 fois à l'Élysée, 15 fois à Matignon depuis 2 ans, et je me souviens, la première rencontre à l'Élysée, c'était le 5 juin 2012, donc juste après l'arrivée de François Hollande à l'Élysée. J'ai passé plus d'1 heure avec le grand conseiller économique, Emmanuel Macron, et puis le conseiller diplomatique, et puis ils étaient à la bourre parce qu'ils devaient partir à une autre réunion, donc on descend les escaliers de l'Élysée un peu en courant, et au moment de me dire au revoir, Emmanuel Macron me dit « bon, on se revoit ce week-end, il faut qu'on continue à travailler ensemble », et puis au moment de me dire au revoir, la dernière phrase qui est dite, et souvent les psychiatres vous disent que le plus important, ça sort à la fin. Dans une réunion, c'est souvent à la fin. Et donc la dernière phrase, je ne sais pas s'il y a des psys ici dans la salle, et la dernière phrase que me dit Emmanuel Macron, qui est quand même la tête pensante de l'Élysée, c'est le grand conseiller, voilà, le dernier truc qu'il me dit, tu sais Pierre, le problème c'est qu'on n'a pas de doctrine. On n'a pas de doctrine. Donc c'est quand même gênant, ça fait 10 ans que la gauche est dans l'opposition, ça fait 3 ans qu'on pense qu'on va gagner, et ils arrivent, on est à poil intellectuellement, c'est quand même un peu gênant. Donc on n'a pas de doctrine,
on ne sait pas si c'est une crise du capitalisme ou une crise de l'État-providence, ou une crise encore autre chose. Donc c'est quand même pas la même chose. Quand vous allez voir votre médecin, vous êtes content de savoir si vous avez juste pris froid, si vous avez pris un microbe, ou si vous avez un petit cancer qu'il faut opérer tout de suite, et du coup, quel est le diagnostic? D'où vient la crise? Bon. Eh bien, eux, ils sont paumés. Et donc, ils s'alignent sur les autres, on rassure les marchés financiers semaine après semaine. Quel est le diagnostic? J'ai promis d'être court, donc je vais accélérer, mais on voit sur cette courbe, c'est la dette totale aux États-Unis. On voit que pendant 30 ans, c'est la dette totale, c'est-à-dire la dette privée, la dette des familles, la dette des entreprises et la dette des collectivités, hors des banques, mais c'est la dette de tous les acteurs. Et donc vous voyez que ça commence en 1950, on voit qu'il y a eu 30 années, jusqu'à l'arrivée de Ronald Reagan. C'est très très clair. La cassure, c'est quand Ronald Reagan arrive et qu'on met en place les politiques libérales. Il y a eu 30 années où il n'y avait besoin ni de dette privée, ni de dette publique. Et c'est à partir de l'arrivée de Ronald Reagan qu'il faut de plus en plus de dettes. Donc c'est une bonne nouvelle. Cette courbe, elle est fondamentale parce que la fin de la courbe, c'est flippant. Il faut de plus en plus de dettes pour de moins en moins d'effets, ce que dit Bernard, même en mettant 1000 milliards, ça ne marche plus, le roi est nu. Mais la bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a eu 30 années où il y avait bien un système économique et social, il y avait des régulations qui fonctionnaient. Donc c'est pas juste quelques humanistes qui pensent qu'on pourrait peut-être inventer un modèle stable et sans précarité et sans fuite en avant. Non, pour de vrai, dans tous nos pays. Ce qu'a fait Stéphane Hessel et les gens du Conseil national de la résistance en France, ce qu'a fait Roosevelt aux États-Unis, tous ceux qui avaient connu la crise de 29 et la barbarie, savaient qu'on ne pouvait pas laisser le marché libre, qu'il fallait des règles sociales et des règles économiques, et qu'il fallait dompter la gourmandise des spéculateurs. Ça a marché pour de vrai pendant 30 ans. Et même la première choc pétrolier ou la guerre du Vietnam ou la sortie de Bretton Woods n'ont pas déséquilibré le système autant que la mise en place des politiques de dérégulation par Reagan et par Thatcher. Donc c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que le politique peut agir. Ça veut dire que des décisions politiques, ce qu'avait fait le Conseil national de la résistance en France, ce qu'avait fait Roosevelt aux États-Unis, ça a marché, c'est efficace pendant 30 ans. Et puis d'autres décisions politiques, Ronald Reagan, Thatcher, l'ont foutu en l'air au profit du juste des 1% les plus riches, mais ça veut dire que le politique peut être efficace. Donc ça veut dire aussi aujourd'hui en 2014-2015, si on prend les bonnes décisions politiques en France ou en Europe, on peut de nouveau, le monde a changé, hein, il ne s'agit pas de faire exactement comme en 1945, le monde a, dans la question du climat, la question de l'énergie, où il y a des aspirations personnelles nouvelles, mais ça veut dire qu'on peut être efficace. Il n'y a pas une fatalité, il n'y a pas une main du destin qui décide à notre place et qui nous amène vers la catastrophe. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu besoin de plus en plus de dettes? C'est parce qu'en particulier, les libéraux ont dérégulé le marché du travail. Alors jusque-là, il y avait des règles pour assurer un partage stable et équitable entre ce qui va aux actionnaires et ce qui va aux salariés. Il y avait des règles. Et puis, ils ont expliqué qu'au nom de la liberté personnelle, c'est chacun qui devait négocier librement son salaire et ses conditions de travail. Donc du point de vue philosophique, c'est génial. Si vous demandez à quelqu'un, est-ce que tu veux être libre ou est-ce que tu veux être dans un carcan, la plupart des gens normaux préfèrent la liberté, ça évidemment. Mais qu'est-ce que ça veut dire la liberté d'un contexte où il y a des millions de chômeurs et de précaires? On en parlait hier avec Joseph dans la voiture, c'est très beau la liberté, mais même ceux qui sont bien diplômés, bien punchy, quand il y a 40 personnes qui se proposent pour un job, qui sait qu'il peut négocier son salaire? Et dans une PME, quel est le patron de PME qui peut augmenter les salaires si la PME qui a 20 km ne le fait pas? Donc s'il n'y a pas des règles collectives, on est tous tirés vers en bas, et la négociation sur les salaires, c'est si tu n'es pas content, tu peux aller voir ailleurs, si tu n'es pas content, tu peux aller voir ailleurs. Donc vous voyez la courbe en rouge, c'est pour l'ensemble des pays occidentaux, parce que le MEDEF vous dira qu'en Allemagne, la part des salaires a encore plus baissé que chez nous, ce qui est vrai. On trouve toujours quelqu'un qui est plus compétitif et où il y a encore plus d'appauvrissement. C'est encore pire au Japon ou en Allemagne qu'en France. Mais la courbe en rouge, c'est l'ensemble des pays occidentaux. Vous voyez que la part, ce qui allait au salaire, aux caisses de retraite, aux caisses de sécu, à l'État, c'était 67% du PIB. Et puis en 30 ans, c'est tombé à 57%. Donc c'est des sommes considérables qui auraient dû aller aux salariés, aux caisses de sécu, aux PME, à l'économie réelle. Au total, c'est 150% du PIB, je ne sais pas si vous voyez, ce qui aurait dû aller, c'est 150% du PIB qui sont partis vers les marchés financiers. Donc avec Stéphane Hessel, il y a 2 ans, on avait envoyé un bouquin à Ken Loach. Ken Loach a eu un prix au Festival de Cannes pour un film magnifique, La part des anges, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est l'histoire de gens qui sont sauvés par le whisky, vous savez, la part des anges, c'est ce qui s'évapore dans le whisky ou dans le cognac. Et avec Stéphane Hessel, on avait envoyé un petit bouquin à Ken Loach en disant que son film était magnifique, mais qu'il pourrait faire un film sur la part du diable, c'est-à-dire toute la partie qui s'est évaporée, entre guillemets, mais qui aurait dû aller aux salariés, qui aurait dû aller aux caisses de sécu, et qui est partie vers les marchés financiers. Que c'est colossal. Parce que là, on nous dit qu'il faut bloquer les retraites, qu'il faut bloquer les salaires, qu'il faut couper dans les remboursements de sécu, parce qu'il n'y a pas d'argent et qu'on a une dette publique à 90%. Ok, c'est vrai, nous avons tous ensemble une dette publique à 90% du PIB. C'est vrai. Mais il y a aussi une dette des marchés financiers qui est à 150% du PIB.
Donc, ok, la dette publique est à 90%, mais la dette des marchés vis-à-vis des peuples est à 150%. Et c'est pas être gauchiste que de le dire, c'est les chiffres de l'OCDE. Parce que parfois on a peur de faire marxiste ou vieux gauchiste, ça sent le vieux marxisme. Mais non, enfin, on s'en fout, Marx avait parfois raison, c'est les chiffres de l'OCDE. C'est des sommes considérables. On a avant-hier des campagnes avec Hervé Falciani, qui en même temps fait campagne avec Louis, qui est la tête de liste des indignés en Espagne. Et les indignés ont raison quand ils disent que ce n'est pas une crise, c'est un hold-up. C'est un hold-up. Il y a 150% du PIB qui aurait dû aller à nous tous et qui sont partis vers les marchés financiers. J'accélère sur les solutions, sinon je vais me faire débrancher par Joseph et toute l'équipe de Bayonne. Comment on en sort? Les priorités de Nouvelle Donne, lutter contre le chômage. Donc pour sortir de la crise, il faut en même temps récupérer le maximum de ces 150% du PIB, par tous les moyens possibles, lutter contre les paradis fiscaux, mettre en place une vraie fiscalité, et puis rééquilibrer la négociation, donner au maximum de gens un vrai boulot, un vrai salaire, et des conditions pour mieux négocier leurs conditions de travail et leur salaire. Il y a deux façons, il y a deux leviers fondamentaux, sans parler même d'autres questions de société, mais pour sortir de la crise sociale et économique, c'est deux leviers. Donc, comment sortir du chômage? Premièrement, éviter les licenciements. On est un pays qui se résigne complètement. Tous les mois, on nous annonce qu'il y a 10 000 chômeurs de plus. Tous les jours, quand vous lisez le Sud-Ouest ou la Dépêche ou Ouest France, il y a une entreprise qui licencie 50 personnes, il y en a une qui annonce 300 licenciements, et tout le monde s'en fout. Enfin, tout le monde s'en fout, sauf les gens qui sont concernés, mais on se résigne à ça. Il y a des pays où on a décidé que le licenciement devait être une exception. Donc, au Canada, il y a un système ultra simple, ça tient en 2 pages, qui fait qu'une entreprise, si elle a 20% de gens en trop, au lieu de licencier 20% des gens, elle garde tout le monde, elle garde tous les salariés, elle baisse le temps de travail de 20%, elle baisse les salaires de 20% pour être compétitive, mais les gens gardent 95% du revenu. Ce qui compte à la fin du mois, c'est que les gens gardent 95 ou 98%, il y a 2 systèmes de leur revenu, parce qu'il y a un deuxième chèque qui arrive, qui vient de l'UNEDIC et de l'État. L'UNEDIC se dit, si ces gens étaient au chômage, ça me coûterait beaucoup. L'État se dit, si ces gens étaient au chômage, ils paieraient moins de TVA. Donc on s'est mis d'accord pour dire, vaut mieux que les gens gardent leur boulot, gardent leurs compétences, et on s'arrange pour qu'ils gardent au total, entre ce qui vient du salaire et ce qui vient du deuxième chèque, ils gardent 95% du revenu. Et c'est ultra simple. Ça tient en 2 pages, et du coup, en 2 semaines, le problème est réglé. Tandis qu'en France, le chômage partiel, c'est ultra compliqué, il faut des mois pour le négocier, c'est la PME en difficulté qui le finance. Si on avait mis en place ce système depuis 5 ans, on aurait 1 million de chômeurs en moins en France. Et ce qui est scandaleux, c'est l'inertie de nos politiques. Il y a 1 an, parce que jour pour jour, j'étais dans le bureau de Jean-Marc Ayrault, je lui montrais ça. Et il me dit, tu as complètement raison, son conseiller social dit, oui, ça, il faudrait le faire. Et Jean-Marc Ayrault dit à son conseiller, tu t'arranges pour le faire traduire en français, et on donne 3 mois aux partenaires sociaux pour le mettre en place en France. 1 mois après, j'ai vu le conseiller social du président, Michel Vieillel, et je lui dis, Ayrault veut le faire traduire en français, il veut le mettre en place. Il me dit, super, c'est une très bonne idée, ça éviterait des milliers de licenciements. C'était il y a 1 an. Rien n'a bougé. Pourtant, c'est pas très compliqué, il n'y a pas un accord du G20 de convaincre Poutine et Obama. Ça a été fait au Canada, ça a été fait dans d'autres pays, voilà, et ça ne bouge pas. C'est un exemple de l'inertie qui est scandaleuse. Deuxième façon de lutter contre le chômage et la précarité, c'est sécuriser les chômeurs, éviter que les gens tombent en fin de droit. Et donc, Nouvelle Donne propose un bouclier vital qui serait rattaché, vous savez tous, quand on va chez le docteur, on a la petite carte verte, notre carte vitale, et on voudrait, à partir de ça, rattacher et créer un bouclier vital qui fait que les gens qui tombent en fin de droit ne tombent pas dans la pauvreté, et donc ont un revenu, ça nous coûterait 1 milliard par an, c'est pas la mort, là on a trouvé 50 milliards pour le pacte de Valls, ça coûterait 1 milliard par an d'éviter que les gens tombent dans la pauvreté, et comme les gens qui sont concernés, ils consomment tout, quand vous êtes à 800 € par mois, vous ne faites pas beaucoup d'épargne, donc tout rentre dans le circuit économique, ça fait de l'activité, ça fait de la TVA, donc finalement pour l'État ça ne coûterait même pas 1 milliard, mais ça éviterait que tous les mois des dizaines de milliers de gens tombent dans la pauvreté. Troisième proposition, pour sortir de l'austérité, pour ne pas bloquer les retraites, pour ne pas baisser les retraites de 10 millions de gens, c'est lutter pour de vrai contre les paradis fiscaux. C'est juste scandaleux l'inertie qu'on a sur les paradis fiscaux. Je vous rappelle que les paradis fiscaux, c'est quand même à peu près 40 ou 50 milliards de fuites chaque année. C'est un rapport voté à l'unanimité par l'UMP et le PS au Sénat, ils ont bossé pendant 6 mois, ils disent c'est au moins chaque année 40 milliards qui manquent dans les caisses de l'État. Et on ne fait rien. Alors que même aux États-Unis, Obama a tapé du poing sur la table, et Obama a fait voter une loi qui s'appelle la loi FATCA, qui fait que ça y est, dans 2 mois, au 1er juillet, au 1er juillet 2014, il n'y aura plus aucun secret bancaire pour le fisc américain. Même les banques suisses, elles ont gueulé comme des putois pendant 6 mois, mais elles se sont écrasées. Obama a dit, écoutez, c'est bien simple, ou bien vous ouvrez tous vos livres de compte, et vous êtes totalement transparent pour les services du fisc, ou bien vous ne pourrez plus jamais travailler aux États-Unis. Donc ils ont compris, et au bout de 6 mois, ils se sont écrasés, et donc au 1er juillet prochain, le fisc américain sera pour tous les pays du monde, la Suisse, le Liechtenstein,
Voilà. Pourquoi? Ça tient en 5 pages. On l'a fait traduire en français. Comment se fait-il qu'Obama l'ait fait et pourquoi nous on ne le fait pas? Ça ferait quelques 10 ou 20 milliards qu'on pourrait récupérer. Deuxième proposition de nouvelle donne pour lutter contre les paradis fiscaux, c'est dire qu'on modifie le code des marchés publics pour boycotter les entreprises qui ne veulent pas payer d'impôts en France. Parce qu'elles sont très contentes d'avoir un système d'éducation qui fonctionne, du coup ça fait des salariés bien qualifiés. Elles sont très contentes d'avoir un système de santé qui fonctionne pour les salariés, pour les cadres, voilà, d'avoir des infrastructures qui fonctionnent. Elles sont très contentes qu'il y ait des marchés publics. Quand il faut leur donner 500 millions d'euros d'informatique, elles sont là pour faire le business pour 500 millions d'euros. Mais au moment où il faut payer des impôts, pas de chance, le bénéfice est parti au Liechtenstein ou dans les îles Caïmans. C'est ballot. Donc ils ne peuvent plus payer d'impôts. Dommage. Donc nous, on propose de modifier le code des marchés publics pour dire qu'une entreprise qui ne paye pas d'impôts en France ne peut plus accéder au marché public. Et c'est pas très compliqué. On ne rentre pas dans tous les problèmes de liste noire, liste blanche et liste grise des paradis fiscaux. Toutes les entreprises qui veulent accéder à un marché public doivent juste donner les chiffres de le business qu'elles font en France et l'impôt qu'elles payent en France. Et on fait un ratio, et on voit celles qui payent normalement leur impôt et celles qui truandent. Et du coup, celles qui truandent n'ont pas accès au marché public. C'est tout à fait faisable, il n'y a pas besoin d'un accord du G20, c'est faisable en quelques semaines. Une autre façon d'éviter l'austérité, de ne pas bloquer les retraites, de ne pas couper dans les investissements publics ou dans les remboursements de santé, c'est de faire une vraie taxe sur les transactions financières. Donc d'un côté, bonne nouvelle, c'est qu'il y a 10 pays, vous l'avez vu, tout le monde en a parlé cette semaine, ça y est, malgré les lobbies bancaires, malgré Londres, il y a 10 pays qui ont décidé pour de vrai de mettre en place une taxe sur les transactions financières. Donc tous les copains qui sont à attaque et qui se battent depuis 15 ans là-dessus, c'est quand même un premier succès. Mais le problème, c'est que les lobbies bancaires et les socialistes français, hélas, je dis vraiment hélas, j'ai été au PS longtemps avec Stéphane Essek, donc j'espérais que le PS allait tenir bon sur la taxe Tobin, et hélas, Michel Moscovici et Michel Sapin sont parmi, c'est quand même dramatique de voir que Merkel et Schäuble disent qu'il faut une vraie taxe Tobin, pour ce n'est pas les peuples qui doivent payer l'addition, il faut prendre tous les jours, c'est pas la mort, hein, c'est 0,1% sur toutes les transactions financières. Vous et moi, quand on achète du pain ou du Nutella, on paye une TVA qui est beaucoup plus importante, on n'en meurt pas. Voilà. Donc dire qu'on va mettre 0,1% sur toutes les transactions, ce ne serait pas la mort. Mais si on le faisait, au bout de toute l'année, ça pourrait rapporter 100 milliards au niveau européen. Et là, les banquiers sont en train de tout faire pour que ce soit encore plus faible, et du coup, ça ne rapporterait rien. Donc il faut mettre en place une vraie taxe Tobin. Dernier point, comment trouver de l'oxygène dans les finances publiques pour éviter l'austérité, et comment muscler les PME, comment redévelopper l'activité. Nouvelle Donne pense qu'on peut en même temps, être attaché aux services publics, être attaché à la justice sociale et en même temps développer les PME. Pour nous, il n'y a pas d'opposition. Et que, par exemple, si on voulait améliorer les financements des PME, il faudrait faire une vraie séparation des banques, séparer d'un côté les banques de dépôt et les banques d'affaires. Et du coup, les banques d'affaires ne pourraient plus spéculer avec notre argent et les banques de dépôt devraient se tourner pour de vrai vers les PME. L'autre jour, j'ai été invité par le Centre des jeunes dirigeants Pays Basque, Béarn et Landes. Et à la fin, il y en a un qui est venu me voir, qui est le patron d'une scierie dans les Landes, et qui disait que c'était monstrueux, qu'il avait besoin de fonds propres pour se développer, comme une vraie entreprise qui coupe du bois, qui donne du boulot aux salariés. Et il me disait, même la Caisse des dépôts nous demande une rentabilité de 10%. Comment voulez-vous qu'on dégage une rentabilité de 10% quand on est une grosse PME et qu'on coupe du bois? C'est juste du délire qu'une banque publique nous demande ça. Donc, et c'est pourquoi est-ce que les banques sont tellement exigeantes? C'est parce qu'avec notre argent, on leur laisse la liberté d'aller spéculer sur les marchés financiers où elles font du 15%. Elles embauchent 3 mecs qui ont fait HEC avec un ordinateur et avec nos économies, elles ont le droit de spéculer et de faire du 15%. Tandis que si on séparait les banques de dépôt et les banques d'affaires ne pourraient plus spéculer avec notre argent, donc il y aurait beaucoup moins de risques. Elles n'auraient plus la garantie de l'État, donc elles feraient moins de bêtises et moins de spéculation. Et les banques de dépôt, avec nos économies, avec ce qu'on dépose tous au Crédit Agricole, à la Société Générale, pour le rentabiliser, elles devraient se tourner vers les PME et vers l'économie réelle. Elles ne pourraient plus exiger du 10 ou du 15% de rentabilité, elles devraient accepter du 4 ou du 5 comme avant. Donc voilà des solutions concrètes, c'est pas dans 20 ans, voilà des choses concrètes qu'on peut faire. Une autre façon d'éviter l'austérité, c'est aussi, au lieu d'avoir 50 milliards de coupes, là, le pacte de Manuel Valls, on montre que par exemple, on pourrait économiser en France 20 milliards sur nos frais financiers si on finançait la dette publique à 1%. C'est un article qu'on a fait avec Michel Rocard il y a 3 ans, en disant c'est scandaleux, pour sauver les banques, on a mis 1000 milliards sur la table gratos, à 0,01% aux États-Unis ou à 1% en Europe. Donc pour sauver les banques, c'est open bar, il n'y a aucun contrôle, les banques peuvent... je vous donne 40 milliards, ok, vous les aurez demain, signez-là, on ne vous demande pas ce que vous en faites, et c'est gratos. Et par contre, quand la France ou l'Espagne ou l'Italie ont besoin d'argent, on leur demande des taux d'intérêt beaucoup plus importants. Donc c'est scandaleux du point de vue éthique, du point de vue moral, et très concrètement, la France, cette année, va payer 51 milliards de frais financiers.
Donc les banques le matin peuvent emprunter à la Banque centrale à 1% et prêter l'après-midi à 2,5 à la France ou à 5 à l'Espagne. C'est juste scandaleux. Voilà. Donc on montre que sans changer les traités, on peut se financer à 1%, on pourrait financer la vieille dette publique à 1%, et pour la France, ça fait au moins 20 milliards d'économies. Donc vous voyez, il n'y a pas de baguette magique. Quand on parle de nouvelle donne, c'est aussi en hommage au New Deal de Roosevelt. Quand Roosevelt arrive au pouvoir, le pays est sinistré, il y a des millions de chômeurs, les gens ne croient plus à rien, et Roosevelt fait passer 15 réformes en 3 mois. Pour sauver le revenu des paysans, pour améliorer le fonctionnement des banques, pour lutter contre le dumping. Il n'y a pas une baguette magique, mais Nouvelle Donne fait 20 propositions en matière économique et sociale, et avec ces 20 propositions, il y a des choses qu'on peut faire en 1 mois ou en 2 mois, il y a des choses qu'il faudra attendre 1 an, mais ça change réellement la situation. Comment lutter contre l'austérité? On peut lutter contre le dumping fiscal européen. Depuis que l'Irlande est rentrée, c'est à qui va baisser le plus son impôt, parce que l'Irlande veut attirer les entreprises et baisse son impôt. Et donc, vous voyez la courbe, le taux d'impôt sur les bénéfices était à 37%. C'est pour l'ensemble des pays de la zone euro. Il y avait, le taux d'impôt sur les bénéfices était à 37% en moyenne, et personne n'en mourait, hein, l'économie marchait très bien. Et puis, tous les pays baissent leur impôt, parce que l'Irlande fait pareil, on est tombé à 25%. Donc, et quand Roosevelt arrive aux États-Unis, il a eu le même problème. C'est le Texas qui baisse son impôt pour attirer les entreprises, puis c'est la Floride qui baisse son impôt, puis c'est l'Arkansas. Et les entreprises sont très contentes et font du tourisme fiscal. Et Roosevelt arrive et puis il explique, bon, on ne va pas continuer comme ça. Et chaque semaine, Roosevelt parlait à la radio, il disait, mes amis, je vais vous expliquer comment marchent les banques, et voilà la réforme des banques que cette semaine, on va approuver. Mes amis, je vais vous expliquer pourquoi le revenu des paysans a tellement diminué, et voilà la réforme agricole que cette semaine, je vais approuver. Une fois, il explique, mes amis, je vais vous expliquer pourquoi les caisses sont vides, et voilà l'impôt fédéral que cette semaine, nous allons créer. Les actionnaires sont furieux, ils gueulent comme des putois, mais ça y est, et 2 semaines après, la loi est votée et promulguée par le président Roosevelt. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait aux États-Unis? Il a dit, que vous soyez au Texas ou en Floride, on va mettre le même impôt partout, et ce sera 38%. Et ça, Reagan ne l'a pas foutu en l'air. Donc c'est quand même le monde à l'envers, c'est quand même incroyable de se dire qu'aujourd'hui, aux États-Unis, le pays libéral, l'impôt sur les bénéfices est à 38%, et en Europe, l'impôt est tombé à 25%. Et encore 25, c'est le taux officiel, parce qu'il y a des pays où c'est un gruyère, et on ne prélève pas du tout 25, et dans les grands groupes, on fait tout pour échapper à l'impôt. Donc est-ce que, concrètement, hein, il doit y avoir dans la salle des retraités, c'est pas un point théorique. Là, j'ai lu un article dans le Figaro tout à l'heure à l'hôtel qui dit que les retraités vont perdre en moyenne sur 3 ans 611 euros. La moitié des retraités vont perdre 611 euros sur l'année. Donc c'est pas un point théorique. Est-ce qu'on continue à faire des politiques d'austérité, ou est-ce qu'on se dit qu'au niveau européen, on reprend la main et on crée un impôt européen sur les bénéfices? Au lieu d'augmenter la TVA, au lieu de bloquer les retraites, on fait un impôt européen, comme Roosevelt avait fait un impôt fédéral. Il y aurait un impôt européen de l'ordre de 15% qui financerait la politique agricole et toutes les politiques européennes. Et donc si le budget européen était financé comme ça, par une taxe Tobin, par un budget européen, par une écotaxe aux frontières, la France économiserait chaque année 21 milliards. Parce qu'actuellement, pour financer le budget européen, il n'y a pas de ressources propres, donc c'est chaque pays qui envoie, la France envoie chaque année 21 milliards, l'Espagne envoie chaque année 15 milliards, l'Allemagne envoie, la Pologne envoie. Tandis que si l'Europe était financée par un impôt européen sur les bénéfices, on garderait nos 21 milliards. Donc, je finis là-dessus, mais si on avait en même temps une façon de financer la dette publique à 1%, si en même temps on mettait en place la taxe Tobin, si en même temps on met en place cet impôt européen, si on lutte contre les paradis fiscaux, il n'y a plus besoin des 50 milliards d'économies. On peut aller vers l'équilibre des finances publiques sans austérité. Et je pense que Nouvelle Donne est le seul mouvement politique qui propose ça. Il y a des mouvements politiques qui acceptent l'austérité. Encore avant-hier, j'étais en débat à la télé avec un député socialiste et le mec de l'UMP l'applaudissait. Donc il y a des politiques qui acceptent l'austérité. Il y en a qui vous disent on n'en a rien à foutre de ces dictats de Bruxelles, on peut laisser filer la dette. Bon, c'est pas grave, la dette on s'en fout. Bon. Tandis que nous on a une position un peu originale. On dit non, la dette on s'en fout pas, mais on peut maîtriser la dette, on peut maîtriser les déficits sans austérité. Voilà. Et il y a des choses qu'on peut faire très concrètement en 1 mois, en 2 mois, en 1 an. Comment lutter contre le dumping social européen? On est dans notre réseau avec Stéphane, et Stéphane n'est plus là, mais on est content parce que sa femme, ses enfants et plusieurs petits-enfants sont à Nouvelle Donne, donc on a l'impression que tous ensemble, on va essayer de reprendre le flambeau. Et depuis 10 ans, avec Stéphane et avec d'autres, on se battait pour un traité de convergence sociale au niveau européen. En disant, dans le traité de Maastricht, il y avait 5 critères sur la dette, sur le déficit, il y avait 5 critères financiers dans le traité de Maastricht. Il est urgent de rééquilibrer l'Europe. L'Europe doit avancer sur les 2 jambes. Il faut un traité de convergence sociale. On avait été reçu par Romano Prodi, vous voyez, il y a le monsieur avec le pape, c'est Lio Di Rupo, qui est maintenant le Premier ministre belge, mais vous pouvez voir qu'il n'y avait personne de Solferino. On avait dit à François Hollande ou à Michel Sapin de venir, il n'en avait juste rien à foutre. Déjà il y a 10 ans, il parlait de l'Europe sociale, mais quand il faut mouiller la chemise, il n'était jamais là.
Et donc nous on pense que c'est fondamental, si on veut lutter contre la précarité, si on veut lutter contre les délocalisations. Je ne sais pas comment c'est au Pays Basque, mais l'autre jour en Bretagne, j'ai rencontré des salariés dont les boîtes sont en train de fermer parce que l'agroalimentaire va partir en Pologne ou dans l'est de l'Allemagne. Il est urgent pour lutter contre les délocalisations de mettre en place un traité de convergence sociale et un salaire anti-dumping. Deux dernières idées, comment créer de l'activité, comment lutter contre le chômage et donner du pouvoir d'achat, c'est une vraie politique du logement. On est le seul pays d'Europe, où les loyers sont aussi chers. Et où on ne construit pas assez, les mises en chantier diminuent chaque année. Donc comment voulez-vous que les loyers se calment s'il y a une pénurie de logements? Je sais que c'est le cas à Bayonne, mais c'est le cas à Grenoble, c'est le cas à Brest, c'est le cas dans toutes les villes un peu importantes. Si on avait le même niveau de loyer qu'en Allemagne, voyez le niveau, en moyenne en Allemagne ils sont à 8 € du mètre carré, tandis qu'en France on est à 12 € du mètre carré, sans compter les villes les plus chères comme Paris et Nice. Donc et ça ferait une économie, donc vous voyez c'est très concret, hein. Si on avait le même niveau de loyer qu'en Allemagne, on ferait une économie de presque 300 € par mois pour quelqu'un ou une famille qui vit dans 70 mètres carrés. C'est très concret. Quand on demande comment améliorer le pouvoir d'achat, la question des loyers et des charges, elle est fondamentale. Il faut construire. Il faut construire suffisamment là où les gens habitent, là où il y a du boulot. Et comment construire sans augmenter les impôts, sans augmenter la dette? Une des propositions de Nouvelle-Donne, c'est d'utiliser le fonds de réserve des retraites, ce qui a été fait dans d'autres pays. Le fonds de réserve des retraites, c'est une grosse cagnotte où il y a 37 milliards en France. Et pour le moment, c'est BNP Paribas et Barclays qui le gèrent sur les marchés financiers. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut faire comme aux Pays-Bas, où les partenaires sociaux, on dit, on ne le met pas sur les marchés financiers, parce que les marchés financiers, c'est risqué, et ça n'apporte rien au bien commun. Et aux Pays-Bas, ils ont décidé que le fonds de réserve est utilisé par des coopératives pour construire des logements. Et donc, c'est massif, c'est pas juste un quartier un peu sympa, un peu en avance, c'est plus de la moitié de tous les logements qui existent aux Pays-Bas ont été construits par des coopératives financées par le fonds de réserve des retraites. Les logements sont plus grands que chez nous et moins chers. Et c'est rentable quand même, parce que tous les mois, il y a 1 million de gens qui envoient le chèque des loyers. Donc ça ne fait pas des années à plus 15, mais ce n'est pas non plus des années à moins 25% comme sur les marchés financiers. Ça crache du 2,5, c'est un truc de père de famille, ça crache du 2,5% de rentabilité chaque année. Tandis qu'en France, le fonds de réserve, il est géré par les banques, sur les marchés financiers, il ne rapporte que 1,7 en moyenne. Donc ça, c'est très faisable, et c'est vraiment scandaleux. Je revois Jean-Marc Ayrault qui dit à son conseiller social, qu'est-ce que tu en penses? Le conseiller dit, oui, c'est une bonne idée, Pierre a raison, il y a un peu plus de 30 milliards. Et Ayrault lui fait signe du genre, et le conseiller dit, il y a quelque chose qui bloque, mais je ne sais pas quoi. Et deux semaines après, je vois Emmanuel Macron, le conseiller de l'Élysée, le conseiller qui me dit, Pierre, ton idée sur le logement, elle est excellente, fais-moi une note. Et j'ai éclaté de rire, j'ai dit, Emmanuel, je vais te faire la note, mais je me revois dans le bureau de Bertrand Delanoë il y a 10 ans, et Delanoë me dit, Pierre, ton idée est excellente, fais-moi une note. Donc ça énerve. Je préférais qu'il me dise, c'est de la couillonnade, tu sais très bien que ça ne marche pas. Le problème, c'est que ça fait 10 ans qu'ils nous disent, c'est une idée excellente, fais-moi une note. Et ils s'en foutent. La vérité, c'est qu'ils s'en foutent, qu'eux, ils ont des beaux appartements, et qu'ils se foutent un peu de savoir quel est le loyer que paient les autres. Alors j'ai dit que je finissais, avant qu'on me coupe. Comment sauver le climat et comment aussi faire baisser nos dépenses contraintes. Tout le monde maintenant comprend le problème climatique, mais la question est de savoir comment est-ce qu'on finance les travaux d'isolation. La première chose à faire, c'est économiser l'énergie dans nos maisons, dans nos immeubles, dans nos usines, dans nos transports. Comment est-ce qu'on finance cette transition? Voilà. Tout le monde comprend que l'écotaxe, ça ne suffira pas, que c'est très mal parti. Donc, Nouvelle-Donne dit, pour sauver les banques, on a mis 1000 milliards, et personne n'a gueulé, et c'était utile de sauver les banques. Est-ce que sauver le climat n'est pas aussi important? Et donc, on propose un pacte européen, on a même rédigé, déjà traduit en allemand et en espagnol, on propose un pacte européen, énergie, climat, pouvoir d'achat, où on mettrait 1000 milliards sur la table, et où chaque pays, pendant 20 ans, parce qu'il faut du temps, et c'est pas du one-shot comme pour le photovoltaïque. Pour le photovoltaïque, on a dit, allez, on accélère, on met une grosse carotte, et puis quand les gens commencent à bouger, on leur a mis un gros coup de massue, donc ça les calme pas mal. Tandis que là, c'est un traité européen, donc on sait que les traités, une fois qu'on les a adoptés, c'est pour de vrai, et pendant 20 ans, tous nos pays auraient un droit de tirage. La France aurait chaque année 20 milliards à taux zéro. C'est 20 milliards qui arriveraient de la Banque centrale, et la France pourrait chaque année avoir 20 milliards pour financer. Et donc on s'organiserait à Bayonne, à Pau, à Brest, à Mont-de-Marsan. On saurait qu'on a 20 ans devant nous, donc on pourrait embaucher les gens, les recruter, les former, voir quels sont les produits qu'on achète le moins cher possible. Voilà. Et on aurait 20 ans pour faire ces travaux d'isolation. Il y a aussi un plan de recherche. Si on a eu Ariane ou Airbus, c'est qu'on a mis des milliards sur la recherche. Parce qu'on est capable de faire aussi sur les transports qui consomment moins d'énergie. On a tous besoin de transports en commun, mais aussi de transports doux qui consomment moins d'énergie. Donc est-ce que l'Europe est capable de le faire?
Et là, il y a des moments où on ne sera pas d'accord avec Merkel, il faudra 6 mois ou 1 an pour les faire bouger, mais là, Merkel a les mêmes problèmes que nous. Il y a 2 semaines encore, Merkel a fait une conférence de presse pour dire qu'elle avait un gros problème pour financer la transition énergétique. Donc on pense là-dessus que s'il y a des députés européens, si Joseph et moi on se retrouve au Parlement dans 3 semaines, on pense qu'on peut convaincre et faire bouger que dans 1 an, notre objectif c'est que dans 1 an, l'Europe dise ok, il y a un traité, on met 1000 milliards sur la table. Dernier point, c'est la question du temps de travail. La première fois que je suis venu à Bayonne en 1994 pour un débat, c'était pour parler de la semaine de 4 jours. Et quelqu'un m'a demandé là tout à l'heure dans la rue, est-ce que tu vas parler de la semaine de 4 jours? Oui, j'ai un côté basco-béarnais un peu têtu. Et c'est pas juste parce que je suis têtu, c'est parce que c'est une question fondamentale que Nouvelle Donne parle du temps de travail. Et l'autre jour, même Jean-Paul Delevoye, qui est un gaulliste social, nous faisait de la pub, le patron du Conseil économique, disait il n'y a que Nouvelle Donne qui a le courage de parler du temps de travail, mais c'est une question fondamentale. Pourquoi est-ce que Nouvelle Donne parle du temps de travail? C'est parce qu'on vit depuis 30 ans une révolution des gains de productivité. Et il faut quand même comprendre d'où vient le chômage. Pourquoi est-ce que dans tous nos pays, depuis 40 ans, le chômage et la précarité augmentent? Quelle est la cause? Encore une fois, si depuis des années vous êtes malade, vous allez demander au docteur, mais enfin, quelle est la cause? Pourquoi je suis malade? D'où ça vient? Quel est le diagnostic? D'où vient le chômage? Est-ce que c'est la mondialisation, comme on le dit parfois? La mondialisation, c'est un problème. On pourra en parler. L'Europe a des choses à faire. L'Europe est la première puissance économique mondiale, donc on pourrait changer les règles de la mondialisation. Mais la mondialisation, ça n'est que 10 ou 15% du problème. Vous voyez, ça c'est Daniel Cohen, d'Alternative Alternative économique, qui disait c'est 10 ou 15% des destructions d'emplois qui viennent de la mondialisation mal régulée. La Chine ne respecte aucune règle sociale, aucune règle écolo, donc effectivement il y a des délocalisations. Mais c'est seulement 10 ou 15% du problème. L'essentiel de la destruction d'emplois, ça vient des gains de productivité. Vous voyez cette courbe, c'est aux États-Unis, on voit que l'emploi industriel se casse la figure, alors que la production industrielle est parfaitement stable. Malgré les délocalisations, et c'est valable aussi en France ou en Europe, malgré les délocalisations, la production industrielle est stable. Mais l'emploi se casse la figure. Pourquoi l'emploi se casse la figure? C'est des gains de productivité. Il y a des robots, il y a des ordinateurs, il y a de l'intelligence dans la tête des gens qui font qu'on produit plus ou autant avec moins de travail. Vous voyez cette courbe, c'est l'évolution de la productivité depuis 2 siècles. Vous voyez que depuis qu'on a inventé les ordinateurs, en fait il y a une double révolution. C'est tous les ordinateurs qu'on a inventés et la formation qu'on met dans la tête des gens. Le nombre d'étudiants a été multiplié par 7 en 30 ans en France, sans compter la formation continue. Donc si on a en même temps beaucoup plus d'intelligence dans la tête des gens et beaucoup plus de technologie, des robots, des ordinateurs, ça fait une vraie révolution. Et c'est dans tous les secteurs. Autrefois, quand on achetait un billet de train, il fallait aller à la gare, faire la queue pendant un quart d'heure, et puis on vous donnait votre billet. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous, aujourd'hui, pour prendre un billet de train, on va sur Internet, on clique, on l'imprime chez nous. Ou il y a 10 ans, pour faire un déménagement, il fallait 5 mecs très costauds, avec qui prenaient les cartons, qui les descendaient, qui les montaient, qui se cassaient le dos. Maintenant, vous avez une échelle avec un moteur, il ne se casse pas le dos et ça va 3 fois plus vite. Quand j'étais petit, moi à Toulouse, ma grande occupation, c'était d'aller voir décoller les caravelles. C'était ma grande occupation le dimanche, quand j'étais gentil, j'allais voir décoller chacun ses problèmes, j'allais voir décoller les caravelles. Il fallait 4 personnes pour piloter un avion. Hier, quand j'ai pris l'avion pour arriver à Pau, il n'y avait que 2 personnes pour piloter. C'est pas qu'on les a délocalisés, c'est qu'on a mis de l'ordinateur partout et de l'intelligence. Donc dans tous les secteurs, chacun de nous pourrait donner un exemple d'un gain de productivité, et donc on produit beaucoup plus avec moins de travail. Et tous nos grands chefs qui ont été à l'ENA ou à HEC dans les années 70 sont incollables sur la première révolution de la productivité. Mais dans la première révolution, vous savez, Ford, Taylor, Charlot, les temps modernes, c'était une vraie révolution, c'était une des causes de la crise de 29, mais ils étaient encore 5 ou 6 autour de la chaîne. Ceux qui ont vu le film de Charlot, les temps modernes, savent qu'ils étaient encore 7 ou 8. Voilà. C'est-à-dire que la révolution qu'on vit depuis 30 ans, il y a des usines où vous allez, où il n'y a quasiment plus aucun salarié pendant 30 mètres. Donc la révolution qu'on vit depuis 30 ans est sans commune mesure avec la première révolution. Et le problème, c'est qu'elle débouche, comme le contrat social n'a pas évolué, elle débouche sur un partage du travail qui est catastrophique. Donc quand on dit aux gens de Nouvelle Donne, alors vous êtes pour le partage du travail? Ben non, c'est pas ça la question. C'est qu'on refuse le partage actuel. Le partage actuel du travail, c'est 5 millions de gens qui sont au chômage, dont 3 millions qui sont à 0 heure par semaine. Il y en a 3 millions qui font 0 heure. Et par contre, tous ceux qui ont un boulot, on dit qu'on est passé à 35 heures, mais la durée réelle en France est à plus de 39 heures. Avec tout ce qu'a fait la droite pour détricoter, entre guillemets, les 35 heures, l'INSEE dit que quelqu'un qui est à temps plein, on est en fait à plus de 39 heures. Donc c'est un partage qui est stupide, qui est binaire, ou bien tu travailles 0 heure, tu es au chômage, ou bien tu travailles 39 heures. C'est un partage stupide, et les seuls qui en profitent, c'est les actionnaire. Parce que quand il y a autant de chômage, ceux qui ont un boulot, on la trouille, et la négociation, c'est si tu n'es pas content, tu peux aller voir ailleurs. Donc c'est pas pour rien si le MEDEF essaye absolument de ridiculiser la question du temps de travail. Parce qu'ils savent que si on agissait fortement sur le temps de travail, c'est pas la seule chose à faire. Vous avez vu, on fait 20 propositions contre le chômage,
mais on sait qu'on pourrait créer plus d'1 million d'emplois si on passait à la semaine de 4 jours, parce qu'il y a déjà des centaines d'entreprises. Et il n'y a pas que nous qui relançons le débat. En Espagne, c'est Goura, qui est le patron de la commission du budget, les copains du collectif Roosevelt à Madrid ont fait du bon boulot, et le patron de la commission du budget au Cortes a repris toutes nos propositions, et le pays faisait son titre sur la semaine de 32 heures en 4 jours. Aux États-Unis, c'est l'ancien bras droit de Bill Clinton, Robert Reich, qui dit que la grande réforme que doit faire Obama, c'est de baisser le temps de travail sans baisser les salaires avec une vraie réforme fiscale. En Allemagne, c'est le premier syndicat allemand, Verdi, le syndicat des salariés des services, qui dit qu'il faut aller vers la semaine de 30 heures. En Belgique, les 2 grands syndicats belges décident de relancer le débat sur la semaine de 4 jours. Donc on voit que c'est un sujet qui était tabou, mais qu'aujourd'hui les gens comprennent, ou bien on continue avec le partage sauvage du travail qui est imposé par le marché et par la dérégulation, ou bien on est capable d'un autre partage qui est plus intelligent en termes de création d'emplois et en termes de qualité de vie. Et il y a déjà 400 entreprises qui l'ont mis en place. Quand vous mangez un yaourt Maminova, les usines travaillent 6 jours par semaine, l'usine est ouverte 6 jours par semaine, mais tous les salariés sont à 4 jours. Et ils ont embauché 130 personnes. Quand vous mangez du jambon Fleury-Michon, l'usine travaille 6 jours par semaine, et tous les salariés sont passés à 4 jours. À Bordeaux, il y a une entreprise de charpente métallique, ils sont tous passés à 4 jours. À Pau, il y a le laboratoire ABOC, puis INPIG, qui fait l'insémination porcine. Ils sont ouverts 6 jours par semaine pour les éleveurs porcins, mais chaque salarié ne fait que 4 jours. Ils ont embauché un technicien supplémentaire avec la même masse salariale. Et l'idée, c'est que quand l'entreprise passe à 4 jours, si elle embauche 10% des gens, il faut qu'il y ait des contrats nouveaux en CDI, si elle embauche du monde, elle arrête de payer ses cotisations chômage, et c'est comme ça qu'on peut passer à 4 jours et créer des emplois sans baisser les salaires, on bloque le salaire seulement, et sans augmenter la masse salariale. Quand vous mangez un yaourt Maminova, il a le même prix qu'avant, il est encore meilleur, et ils ont embauché 130 personnes. Je finis pour de vrai, en disant que le début de l'exposé est un peu, je vous voyais tous très sérieux, limite flippés, mais bonne nouvelle, il n'y a aucune fatalité. Si on a en même temps une vraie politique sur les PME, une vraie politique sur le logement, si on sort de l'austérité, si on a une politique sur l'agriculture durable, je n'en ai pas parlé, mais on peut aussi créer des emplois dans l'agriculture, si on a une vraie politique de financement des PME, si on réserve 10% des commandes publiques, je ne l'ai pas dit, mais on voudrait réserver 20% des commandes publiques aux PME, si on a en même temps une vraie politique du logement, sur le temps de travail, si on fait tout ça pour de vrai, si on se retrousse les manches, c'est un gros chantier, on peut créer nettement plus de 2 millions d'emplois. Donc ça ne réglera pas tous les problèmes, on ne dit pas que ça se fait en 3 semaines, mais si on crée 2 millions d'emplois, ça change le climat pour ceux qui retrouvent du boulot et pour les salariés qui pourront dire à leur patron, écoute, je t'aime bien, mais ça fait 10 ans que tu ne m'as pas augmenté, et là j'ai trouvé des postes qui m'intéressent et qui sont mieux payés. Donc ça changerait la vie pour beaucoup de gens si on mettait en place cette politique. Je m'arrête et je laisse la place à Joseph.